On répond à vos questions sur les politiques du président Trump. La première semaine vient de s'achever. Les 5 questions clés dans cette nouvelle ère qui se pose justement en relation des politiques d'immigration de la nouvelle administration. La première, c'est le droit du sol. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Le droit du sol qui est reconnu par le 14e amendement qui dit, en fait, en paraphrasant, que toute personne née sur le territoire américain est considérée comme citoyen américain. Mais ça, c'est une jurisprudence qui existe depuis plus de 150 ans, donc au lendemain de la guerre de sécession. Donc, regardez, on a une vidéo où on en a parlé un peu plus en détail. Mais il se trouve que le décret présidentiel qui a été émis la semaine dernière par le président Trump, donc justement dit ceci, que maintenant, toute personne née aux États-Unis de parents ayant un statut temporaire ou un statut illégal aux États-Unis ne seront pas considérés comme citoyens américains. Évidemment, ça c'est un grand revirement justement de jurisprudence, une interprétation qu'on n'a jamais considérée. Donc évidemment, ça a fait justement l'objet d'un tollé, d'un émoi considérable. Immédiatement, les partis, les États démocratiques ont porté plainte, dont maintenant, évidemment, il y a un litige devant les tribunaux. À ce jour, on en a 3. Un à Seattle, sur la côte ouest, un autre au Massachusetts, sur la côte est, un autre déposé par ACLU. Pour le moment, on a une injonction qui a été accordée par le juge à Seattle jusqu'au 6 février qui permet maintenant aux 2 parties de déposer des conclusions pour justement dire si le décret devrait rentrer justement en vigueur le 19 février. Parce qu'il faut comprendre aussi que le décret, justement, il est supposé entrer en vigueur le 19 février, ce qui veut dire que, de manière pratique, tout bébé qui serait né après le 19 février 2025 ne serait pas considéré comme citoyen américain. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a une injonction. Donc l'injonction, ce serait pour suspendre l'application du décret. Donc pour le moment, le juge à Seattle a demandé qu'on lui fasse des conclusions pour expliquer pourquoi il ne devrait pas accorder une injonction qui suspendrait justement le décret même au-delà, donc justement de la date du 19 février 2025. On s'attend cette semaine probablement qu'on aura une autre injonction qui va être émise par d'autres juges justement, en particulier sur la côte Est. Donc ça, c'est à voir, on vous tiendra au courant évidemment. Donc maintenant, quelle est la stratégie justement des républicains? Les républicains, l'idée, ils savent très bien que ça allait justement être attaqué devant les tribunaux, mais l'idée pour eux, c'est justement d'aller jusque devant la Cour suprême où ils ont une certaine majorité. Donc vu que les juges de la Cour suprême, la majorité maintenant sont de tendance conservatrice, donc nommés par les présidents républicains, c'est justement la stratégie, c'est que si ça atterrit devant la Cour suprême, et peut-être que la Cour suprême justement viendrait à la même conclusion que l'administration Trump. Donc la question, est-ce que ça va changer pour le moment? Non. Pour le moment, le décret n'est pas encore en application puisqu'on n'est même pas au 19 février. Il y a de fortes chances que justement les injonctions soient accordées et ça va continuer comme ça. Après, ça va aller devant la cour d'appel. Donc, et après, devant les cours d'appel, si maintenant il y a une interprétation différente entre les cours d'appel au fédéral, il est fort probable que la Cour suprême va justement se saisir de l'affaire et justement rendre une décision. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, le décret n'entre pas en vigueur et ça veut dire que tout ce temps, pour ceux d'entre vous qui auront des bébés après 19 février, il est fort probable que le décret n'est pas applicable. Donc, la loi continue à s'appliquer, les enfants sont considérés toujours comme citoyens américains. Et n'oubliez pas, la loi n'est pas rétroactive. Non, parce que c'est basé sur le fameux principe de la non-rétroactivité des lois, excepté si elles sont plus douces. Et dans ce cas, elles ne sont pas plus douces. Donc, ce n'est pas applicable. La loi n'est pas rétroactive. Donc ça, c'est la première question. Donc la deuxième question, on s'y penche, on en parle évidemment. La deuxième question, c'est est-ce que l'administration va pouvoir justement accomplir ces déportations en masse dont on parle? Oui, c'est vrai que ce week-end, en particulièrement aujourd'hui, il y a eu une grande descente à Chicago et c'était accompagné du tsar de la frontière, de le border tsar, pour ne pas le nommer, qui justement était accompagné de plusieurs agences justement gouvernementales.
Il y a deux façons, deux leviers que l'administration veut utiliser pour forcer justement les autres parties du gouvernement à accomplir ses buts. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une promesse de campagne de la part justement du président Trump. Sa base est extrêmement excitée à l'idée de voir justement ces déportations en masse se dérouler. Mais maintenant, il faut faire attention, c'est que, ça demande qu'il y ait une coopération avec les États. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'ils auront besoin des États, de tous les États où se trouvent des immigrants. Or, parmi ces États, il y a certains, comme les États démocrates, qui se sont déjà dit, qu'ils sont des États sanctuaires, des villes sanctuaires. Donc, l'administration a menacé et a demandé à ses avocats, dont les avocats fédéraux, de poursuivre ces villes. Donc ça, c'est vraiment un pas extraordinaire de les poursuivre, de poursuivre les États, donc et en même temps de leur couper les vivres. Donc non seulement on va les menacer de couper les vivres, c'est-à-dire de ne pas donner aux États la part du budget fédéral qui leur revient, mais en même temps, les autorités de ces États feraient face justement à des poursuites judiciaires. Donc ça, encore une fois, c'est une très grande... C'est un pari parce que ça va se retrouver devant les tribunaux. Est-ce que les cours vont être d'accord avec le gouvernement en se disant que, bon, voilà, en effet, il y a matière à poursuivre les autorités et elles ont l'obligation de coopérer avec le gouvernement fédéral. Ça sera assez intéressant. Et deuxièmement, déporter pratiquement 11 millions de personnes, ça demande énormément de ressources, ça demande des fonds. Il n'y a pas suffisamment d'agents de ICE pour le faire. D'où l'importance de travailler avec les forces de l'ordre, mais certaines ont refusé de coopérer. Donc, et de deux, également, il faut des endroits où mettre les gens, donc des centres de déportation, des centres de détention énormes. Donc, je vais dire, il faut déjà trouver cela. Ils ont calculé que ça prendra à peu près 11 000 $ par personne, donc par immigrant pour être déporté. Donc, vous multipliez par la somme de personnes qu'on pense déporter. Et on parle déjà, ça ne se ferait pas en un jour, ça prendrait des années et ça coûterait des milliards de dollars. Ça, c'est de l'argent qu'il va falloir que le Congrès alloue justement pour pouvoir le faire. Donc, ceci est quand même assez difficile à imaginer, surtout quand on rend compte le contexte de l'inflation, dont les Américains sont justement, ils sont extrêmement inquiets par rapport à ça. Donc, ce sera assez intéressant de voir cela, sans compter qu'il y aura des pans de l'économie qui vont être terriblement touchés. La construction, l'agriculture, évidemment. Donc, évidemment, le milieu de l'hôtellerie. Donc, tout ça, quand ce sont des emplois qui ne vont pas être remplacés. Donc, il y a des pans de l'économie qui vont s'effondrer. Donc, ça aussi, tout ça, c'est interconnecté. Il y a déjà des membres de certains milieux d'affaires, par exemple, au Texas, je pense, dans le milieu de la construction, qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Donc, ça, ce sont aussi des choses où, à un moment, entre la rhétorique et la réalité, il risque d'avoir une friction quelque part. Donc, tout ça, c'est encore en plein développement. On vous tiendra informé. Et puis finalement, n'oubliez pas qu'à Chicago, justement, il y a une ONG qui a porté plainte contre le gouvernement. Sur quelle manière? En disant que le gouvernement, justement, est en train d'attaquer leurs droits, dont justement, ce qu'on appelle free speech, dans la liberté d'expression, en disant que la liberté d'expression, il ne faut pas oublier que c'est le premier amendement de la Constitution et que c'est reconnu par la Constitution américaine. Donc l'ONG est en train de dire, mais nous, on s'est désigné, nous, parce que nous sommes à Chicago. Chicago est une ville sanctuaire et que le fait que l'administration vienne à Chicago et voulant de manière très agressive, voulant déporter les gens, ben cette ONG considère que c'est une attaque justement au premier amendement. Donc maintenant, ça va être de voir, est-ce que les cours, encore une fois, voilà encore un autre litige, vont considérer que le fait de se déclarer comme ville sanctuaire, est-ce que c'est le premier amendement? Si c'est le premier amendement, est-ce que le gouvernement maintenant a le droit de venir après essayer de supprimer le premier amendement tel qu'il est reconnu par la Constitution? Donc ça encore, c'est à voir, encore on est en plein développement. Et évidemment, ce qu'on va essayer de voir, c'est justement c'est ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pose la question, il y a beaucoup de gens qui sont dans les villes sanctuaires. C'est à vous de faire maintenant une analyse. Est-ce que vous voulez rester dans des villes qui sont, elles, beaucoup plus pro-administration? Parce que ça se sait. Mais il y a d'autres, par exemple, même des villes sanctuaires qui sont en train de changer et disant que oui, elles vont coopérer. Surtout en ce qui concerne, par exemple, les personnes qui ont un casier judiciaire, qui ont des ordres de déportation finaux, les villes vont coopérer. La majorité des villes vont coopérer. Donc, il faut faire attention. Donc, une chose aussi, c'est que
Maintenant, c'est difficile d'avoir des endroits où vous vous sentiriez totalement en sécurité. Donc, il faut faire attention. Évidemment, c'est ce qu'on... Mais la plupart des villes sanctuaires aussi sont en train de dire que, bon, de coopérer ou pas, de toutes les façons, ça va mettre aussi le public à l'arche en danger parce que c'est descente comme ça, c'est raide. Il y a des gens qui vont se retrouver dans les mailles du filet comme ça, qui n'ont absolument rien à voir. Donc, ça peut devenir extrêmement compliqué. Je pense qu'on aura encore d'autres poursuites judiciaires sur ce plan-là parce que, évidemment, ça a un effet, je veux dire, qui est extrême dans le sens où ça touche des gens qui n'ont pratiquement rien à voir avec cela. Donc, on verra. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir quels sont les pays. Est-ce qu'il y aura encore ce qu'on appelle un travel ban? Parce que si vous vous rappelez, pendant le premier mandat, Trump, il y avait eu un travel ban, si vous vous souvenez, contre l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Est-ce que l'administration va rétablir un travel ban? Parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois, ce travel ban, ce décret, il avait été attaqué devant les tribunaux et justement, puisque c'était complètement illégal, évidemment, on dit que ce décret a cessé d'entrer en application. Maintenant, pour le moment, on n'a pas encore de travel ban, on n'a pas de bannissement par rapport à ça, mais ça pourrait arriver. Beaucoup de clients me demandent et beaucoup de personnes qui me contactent me posent la question, est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux ceci? Il faut faire attention, excepté si vous êtes américain ou par exemple vous avez votre résidence permanente. Là, vous pouvez quand même essayer de voyager, ça ne devrait pas poser de problème. Si vous êtes américain, évidemment, la question ne se pose même pas. Vous devriez pouvoir voyager sans problème. Par contre, quelqu'un qui a une demande devant les services d'immigration, comme par exemple une demande d'asile ou qui a sa demande d'ajustement de statut, donc pour avoir sa green card, dont la personne n'a pas encore sa green card, n'a pas encore ses papiers, on n'a pas encore accordé l'asile, c'est vrai que vous avez le droit de demander ce qu'on appelle travel document, dont l'autorisation de voyager, mais c'est un risque que vous allez devoir considérer, donc être sûr, ok, je me sens à l'aise avec ça, de partir et de revenir, parce qu'il ne faut pas oublier que la décision ultime, elle est prise par les services frontaliers. Donc, l'officier à la frontière peut en fait vous refuser l'admission aux États-Unis. Donc, ça, c'est une décision que vous allez devoir prendre. Donc, c'est un peu compliqué, mais à vous de faire justement, de faire preuve de discernement et de prendre ce qui est vraiment bien pour vous. Voilà. Évidemment, qu'en est-il? Parlons du programme, évidemment, le dernier programme qui avait été institué par l'administration Biden qui a permis aux citoyens de Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela de venir aux États-Unis. Donc, c'était ce qu'on appelait un parole programme. Ben, ça, ce programme, il a été annulé dans cette semaine par l'administration Trump. La question maintenant pratico-pratique, mais qu'est-ce qui se passe avec des personnes qui sont déjà sur le territoire? Ils ne sont pas là illégalement. Donc, il y a deux théorie. La première, c'est de laisser que le programme vienne à expiration, c'est-à-dire la durée de séjour justement des bénéficiaires de ce programme viendrait à expiration et cette personne justement serait maintenant dans l'obligation de quitter le territoire ou alors faire face à la déportation. Maintenant, il y a une autre où le Department of Homeland Security a justement dit que non, ils ont suggéré qu'ils pourraient en fait annuler justement le statut légal de ces bénéficiaires dans ce qu'ils appellent parole, mais ils le feraient au cas par cas. Bon, maintenant, quand on dit au cas par cas, on ne nous dit pas exactement qu'est-ce qui ferait qu'ils prennent une décision par rapport à une autre. Ça, on ne sait pas. On vous tiendra au courant, on va rentrer un peu plus en détail par rapport à ça, mais c'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est que sans ce programme, la majorité des bénéficiaires perdront le droit de travailler. Parce qu'ils ont le droit de travailler, ils ont justement une carte de travail, working permit, basée sur ce programme. Donc, évidemment, si on annule leur statut, ça veut dire qu'ils tombent dans l'illégalité, ils sont vulnérables à la déportation et évidemment, la carte de travail elle est annulée automatiquement. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, maintenant, ce serait de savoir comment va se passer. Donc, voici à peu près les 5 questions qui vont là à la fin de la première semaine de l'administration Trump, l'investiture du président Trump. Voilà ce qu'on peut savoir à ce jour. Évidemment, on va vous tenir au courant. Maintenant, pour conclure, je vous encourage, si vous avez un moyen d'ajuster votre statut, c'est-à-dire que vous avez une défense contre la déportation, c'est le moment de l'explorer. C'est le moment de déposer. On ne traîne pas. Par exemple, si vous êtes dans le pays, vous êtes venu, votre visa est expiré, mais peut-être que vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Pourquoi?
Est-ce que c'est parce que vous avez peur de la persécution ou bien que quelque chose vous est arrivé, mais il faut explorer. Vous êtes éligible pourquoi? Déposez. Si c'est basé sur justement les liens de famille, déposez également, bien que ça dépend des liens de famille, parce qu'il y a certains liens de famille, par exemple, si vous n'êtes pas considéré comme parent proche, où ça ne va pas vraiment vous protéger contre la déportation. Mais de toutes les façons, il faut consulter maintenant avec des avocats pour pouvoir explorer quelles sont vos options. Parce que le plus vous restez comme ça, plus en fait vous êtes vulnérable à la déportation. Maintenant, et finalement, si vous vous retrouvez en déportation, il faut se préparer avant ça. Donc, il faut déjà connaître quels sont vos droits. On a un guide qu'on a rédigé pour vous. S'il vous plaît, allez, il faut le télécharger. Allez sur notre page. On a aussi une chaîne sur WhatsApp. Vous cherchez Status et puis vous allez voir Discover, Coloco Immigration. Ou alors, dans la page, la description, vous allez voir à côté du lien justement qui vous amène sur notre site, il y a un second lien, mais il faudra aller là-bas et vous allez trouver, il y a le guide également, on l'a mis aussi ici. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous par rapport à ça, donc savoir comment ça se passe. Mais deuxièmement, si vous êtes en déportation, mais vous faites quoi en fait? Donc, il faut savoir comment communiquer. Donc, je vous encourage justement à vous informer. Par exemple, toujours partager votre location avec des membres de votre famille, avec vos amis, comme ça, si vous vous retrouvez justement pour jouer de déportation, puisqu'on ne pourra pas vous appeler, au moins on saura que la dernière fois, votre téléphone, il était à tel endroit, et de savoir que bon, maintenant, on peut mettre de l'argent sur votre compte parce que personne ne peut vous appeler, il n'y a que vous qui puissiez appeler. Même un avocat ne peut pas vous appeler. Oui, c'est comme ça. Malheureusement, peut-être ça va changer, mais pour le moment, c'est comme ça. Et puis, deuxièmement, si vous vous retrouvez en déportation, si un membre de famille est en déportation, s'il vous plaît, ne paniquez pas. La déportation ne veut pas dire automatiquement la détention, je m'excuse, ne veut pas dire automatiquement la déportation. Donc, soyez forts, gardez, ne vous découragez jamais. Parce que c'est ça le but aussi, c'est de vous semer dans la panique. Quand on est dans la panique, on ne réfléchit plus. Or, vous avez des droits. Vous avez des droits. Donc, vous allez exercer vos droits. Vous devez savoir aussi, on doit s'organiser, connaître les droits. Il y a des moyens. Peut-être vous serez éligible pour quelque chose, vous le déposez. Et puis, comme je vous ai dit aussi, en détention, c'est pas la priorité honnêtement, à moins d'avoir un ordre final de déportation, ça va être quand même un peu difficile pour vous de vous retrouver dans cette situation. Mais si c'est le cas, vous devez en fait savoir, ok, voilà ce qui va se passer. On va faire d'autres vidéos pour vous expliquer, ok, si vous êtes en détention, qu'est-ce qui se passe en détention? Et comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? Comme ça, vous n'êtes pas surpris, ok? Vous n'êtes pas surpris. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, évitez aussi de vous trouver dans des situations qui pourraient vous amener devant la police. Donc, par exemple, de commettre des délits, faire attention quand vous conduisez votre voiture, s'assurer que vous ayez... Donc, vraiment, essayer de ne pas attirer l'attention ou alors d'être dans des états où, comme disait un de mes collègues, si vous êtes dans un état voilà, où il n'y a peut-être pas tellement d'immigrants et vous travaillez peut-être dans un restaurant, vous pouvez peut-être éviter parce que là, vous n'êtes pas vraiment très protégé. Donc, à vous de faire preuve de discernement. C'est un moment difficile, mais... Comme toute chose, il y a toujours une solution. Vous avez des droits. On veut peut-être vous faire croire que ce n'est pas le cas, mais c'est le cas. Donc, on ne baisse jamais la tête. On n'oublie jamais d'où on vient. On garde la tête haute. On est là et de savoir que vous n'êtes pas seul. J'ai dit, et que le Seigneur vous garde. Merci.